On va maintenant passer à la présentation des résultats. Mais vous avez vu, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc on va essayer d'éviter les redites. Mhm. Je Ouais, m'ouvre ton PowerPoint. ouais, ça marche. Alors, en termes, donc moi je ferai vraiment une synthèse. Évidemment, ça peut sembler un peu frustrant parce que pour les citoyens qui ont participé à cette démarche et pour les erreurs qui ont mis ça en place, on sait combien il y a aussi des petites pépites dans des opinions, des avis qui sont peut-être un peu plus marginaux, mais qui sont évidemment tout aussi importants. Pour autant, voilà, il y a lieu de présenter une synthèse et à ce titre, c'est intéressant puisque vous verrez qu'il y a vraiment des convergences fortes au niveau national. Évidemment, comme ça a été dit précédemment, il conviendra de voir en fait si ces convergences, on les retrouve aussi dans les autres pays qui ont participé à cette démarche. Alors, là-dessus, je ne reviens pas. Vous avez eu tout l'historique un peu plus tôt dans la soirée. Donc, comme l'a dit Hervé Schneeweiss et Fabrice Gzil, donc c'est une démarche qui est arrivée en France par le biais du comité d'éthique de l'INSERM. Et puis il y a eu ce relais donc, avec le professeur Grégoire Moutel qui est le coordinateur principal de la CNRR. Il y a eu des réunions de préparation. Donc si vous voulez, l'idée c'était d'avoir un cadre méthodologique commun en France pour les régions qui participaient à ça. Après, évidemment, il y avait aussi des contraintes locales, d'organisation, etc. Donc tout le monde s'est adapté. On s'est quand même organisé, et ça a été coordonné par l'espace de réflexion éthique de Normandie pour avoir à disposition un petit support bibliographique parce que vous en doutez, quand on dit qu'il faut délibérer, discuter de l'ingénierie génomique, c'est pas facile. C'est un sujet qui n'est pas facile, donc on souhaitait quand même mettre à disposition le minimum de ressources pour pouvoir se plonger dans ce sujet. Et puis les choses ont été lancées. Alors, au niveau national, voilà ce que ça donne. Vous voyez que toutes les régions de France ne sont pas représentées, mais on a quand même beaucoup de régions qui ont participé à cette démarche. Et puis surtout, j'attire votre attention sur le fait que, au total, on a réuni quand même 286 citoyens, citoyennes, citoyens, ce qui n'est pas rien, puisqu'en fait, on a fait 3 fois mieux que les États-Unis. Alors, c'était pas l'objectif de battre les États-Unis là-dessus, mais quand même, je crois qu'on peut s'en féliciter et on peut être fier. C'est rare qu'on dise ça en France, donc faisons-le. Et puis, vous voyez, à côté, toutes les villes qui ont été représentées. Alors, on a eu des représentants des différentes régions. Certes, il y a un biais qui a été donné tout à l'heure, je crois que c'était Antoine qui l'a dit. Oui, c'est vrai qu'on a un biais dans les espaces éthiques. On touche quand même plus souvent des urbains. C'est pas faute d'essayer d'aller vers d'autres publics, mais c'est pas toujours facile d'attirer des personnes qui sont un petit peu plus éloignées des centres-villes ou des grandes villes. Alors, en termes de catégories socio-professionnelles, et c'était les citoyens qui ont témoigné précédemment étaient tout à fait représentatifs, puisque vous voyez, on a touché énormément de jeunes. Et vraiment, félicitations à eux, félicitations aussi aux professeurs qui les ont accompagnés, parce que ce n'est pas une démarche facile, mais c'était, je pense que c'était tout à leur honneur, et puis je pense que c'est tout à fait enrichissant aussi pour ces jeunes qui ont participé. Alors, du coup, en termes d'âge, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est pas comme Tintin, on n'a pas commencé à 7 ans, mais vous voyez, 14 à 77 ans, une grosse majorité qui ont moins de 18 ans. Pourquoi? Parce que il y avait beaucoup de collégiens, comme en Normandie, beaucoup de lycéens. Et puis après, on retrouve, vous voyez, plus qu'un quart d'étudiants, donc là, grosso modo, de 18 à 30 ans. Mais donc, c'est une force pour nous. Ça n'empêche pas, évidemment, qu'on a aussi des angles morts. Vous voyez que, alors, on ne le voit presque pas, il y a eu un représentant de la catégorie socio-professionnelle des agriculteurs et un citoyen seulement, donc sur 284, pour la catégorie socio-professionnelle des artisans. Voilà, donc s'il y a quelque chose qui serait amélioré, c'est ça. C'est
pas tellement une nouveauté, malheureusement, puisque en 2018, lors des États généraux de la bioéthique, c'est déjà quelque chose qu'on avait constaté. Donc, j'ai envie de dire que pour les prochains débats citoyens qu'on fera, avis aux espaces éthiques, ce sera peut-être notre objectif à relever. Maintenant, ça a été précisé aussi un petit peu plus tôt dans la soirée, on avait une crainte, c'était de n'attirer que des professionnels de santé, ou des médecins, ou des étudiants en médecine. Eh bien, ça n'a pas été le cas. En gros, on a une personne sur 5 qui appartenait de près ou de loin à cette sphère. Mais même quand je dis ça, c'est au sens très large, puisqu'en fait, ce sont des professionnels de santé, mais aussi des représentants d'usagers, des professionnels du paramédical, des cadres de santé, etc. Donc, vous voyez que par rapport à ça, on a vraiment, on est allé vers des publics qui ne connaissaient pas auparavant l'ingénierie génomique. Donc, c'est plutôt un point positif. Et puis, qui sait, on aura peut-être ouvert des vocations. Alors, en termes de méthodologie, je vous le disais, au niveau national, on a souhaité poser un cadre, avoir un cadre commun, sans pour autant forcer, je dirais, les espaces de réflexion éthique à fonctionner tous strictement de la même façon. Donc, en général, il y a toujours eu plusieurs... Enfin, c'est pas en général, il y a toujours eu plusieurs sessions. Après, le nombre variait de 3 à 5. Il y a toujours eu de petits groupes, le maximum étant les classes. Quand c'était des classes constituées, là, c'était assez logique. Et puis, ce que j'appellerais la présence de facilitateurs, c'est-à-dire des gens, professionnels ou non, qui sont là pour permettre aux gens de pouvoir prendre la parole, parce que c'est pas toujours évident de s'exprimer sur un sujet comme celui-là, soit parce qu'on pense qu'on n'a pas assez de connaissances, soit parce qu'on est face à des, je vais le dire, des grandes gueules qui, eux, monopolisent la parole. Donc, il y a aussi besoin de personnes qui aident cette prise de parole. La base documentaire, on l'a vu tout à l'heure, j'en reparle plus. Et puis un autre point commun, c'était en France la volonté, alors ça fait partie du projet international, hein, mais de parler de l'ensemble des conséquences, c'est-à-dire sur les êtres humains bien sûr, mais aussi sur les espèces végétales et les espèces animales. Pour info, aux États-Unis, ils n'ont parlé que des effets sur l'être humain. Bon. Après, bien sûr, il y a aussi des différences là qui s'expliquent par des volontés des espaces éthiques, aussi par les contraintes parfois du terrain. Donc ça touchait majoritairement la présence d'experts ou bien la restitution écrite. Parfois, elle était totalement rédigée par les citoyens. Alors je crois que le maximum, c'est quand même la rédaction à 28 mains. Et puis parfois, il y avait une première restitution écrite par les citoyens, puis un travail encore, je dirais, un travail complémentaire par les espaces de réflexion éthique pour présenter le cadre méthodologique, donner des indications supplémentaires. Mais vous voyez que globalement on partait quand même sur les mêmes bases. Alors maintenant, les résultats. Il y en a beaucoup qui ont déjà été abordés. C'est un bilan que je présente. Donc effectivement, c'est ressorti plusieurs fois, c'est déjà la question de la gouvernance. C'est un problème, c'est un sujet qui peut poser des problèmes et à l'échelle internationale, donc il y a besoin d'une gouvernance internationale, avec après, pourquoi pas, des déclinaisons nationales, parce que ça touche au système de santé, donc ça touche forcément aussi à tout un contexte culturel, sociopolitique, etc. Mais en tout cas, il y a cette nécessité d'avoir un cadre international. Et alors, ce cadre international, eh bien, il doit respecter un certain nombre de principes. Un principe d'égalité, égalité dans l'accès aux soins, l'accès aux thérapies, l'accès aux médicaments, si à l'avenir ça se traduit par des médicaments. Le secret professionnel, et ce secret professionnel, il est accouplé avec l'interdiction des discriminations. C'est ressorti parfois. Est-ce qu'on pourrait utiliser ce genre de pratique, enfin tracer ça sur des individus pour, par exemple, leur interdire d'avoir accès à des assurances, à des prêts immobiliers, etc. Le respect du consentement, ça a été dit, redit. Et puis aussi une gouvernance sur les prix.
hein. C'est-à-dire que ça, c'est en lien avec la question de l'égalité. Eh bien, si ça permet de soigner, si ça a une visée curative, à ce moment-là, il faut que les prix puissent être réglementés. Je crois que c'est Hervé qui parlait tout à l'heure de thérapie à 400 000 euros. Bon, voilà, on comprend tout de suite que ça peut poser des problèmes d'égalité. Donc vous voyez, ça rejoint les craintes, c'est-à-dire globalement cette crainte d'une fracture sociale plus importante encore qu'elle ne l'est déjà, une fracture au sein de chaque pays et une fracture entre les pays. Voilà, donc ça c'est sur la partie gouvernance. Bien sûr, il y a beaucoup d'avis, de discussions qui ont porté sur l'usage médical qui peut être fait de l'ingénierie génomique. Alors, attention, là je ferai un bémol, pour la plupart des citoyens consultés, c'est possible, c'est même souhaitable, mais à des visées curatives uniquement, c'est-à-dire pour traiter des pathologies. Attention, ce n'est pas traiter n'importe quelle pathologie. Ce sont a priori plutôt les pathologies graves, incurables, c'est-à-dire finalement pour lesquelles on n'aurait pas d'autre alternative, comme ça a été, ce mot a été utilisé quelques fois tout à l'heure. Donc oui, pas pour des choses superflues, superficielles. Attention aussi, ça soulève une autre question, c'est quoi une pathologie ? Parce que là, on peut tomber dans des dérives eugénistes. Est-ce que, attention, je mets plein de guillemets, mais est-ce que tous les handicaps sont à placer au même niveau ? Est-ce que forcément le moindre handicap est à supprimer ? Et dans ce cas-là, on peut, oui, arriver à des pratiques eugénistes. Donc, vous voyez que dès lors qu'on dit que ça s'applique uniquement à certaines pathologies, la question suivante, c'est oui, mais lesquelles ? Qui pose ces critères ? Qui décide ? Est-ce que cette décision doit revenir uniquement à des médecins, à des scientifiques, aux citoyens eux-mêmes, aux personnes qui sont concernées par ces pathologies ? Vous voyez que ça en fait, l'enchaînement de questions est très vaste. Et donc, ce qui était souligné, c'est que forcément, cette question de l'usage médical, elle dépend aussi des avancées de la recherche scientifique. C'est-à-dire que la liste éventuellement de ces pathologies serait forcément modifiable selon le temps et les dernières découvertes scientifiques. Alors, j'ai mis un bémol précédemment. Pourquoi ? Parce que là, c'est l'opinion majoritaire. Il y a des gens pour qui, même pour les pathologies les plus graves, l'ingénierie génomique ne devrait pas être possible. Pourquoi ? Parce qu'on serait déjà dans une pratique eugéniste. D'accord ? Donc, ce n'est pas ce que la plupart des citoyens ont dit, mais ce sont des arguments qui parfois ont été avancés. Donc vous voyez que là-dessus, quand on parle de l'usage médical et des pathologies qui pourraient être traitées, à ce moment-là, il y a aussi des craintes qui s'expriment sur donc le coût que ça pourrait générer, ça on l'a dit, mais aussi sur le maintien de la diversité du génome. Finalement, si on permet de traiter certaines pathologies et qu'on touche peut-être aux cellules germinales, qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça entraîne pour les générations suivantes, pour la descendance ? Est-ce que ces modifications-là vont toucher donc uniquement l'individu ? Est-ce qu'elles sont irréversibles ou pas ? Enfin voilà, il y avait ce genre de questionnement. Alors, c'est sûr que des réponses adaptées pourraient être fournies par les scientifiques, en tout cas au regard des connaissances actuelles, mais vous voyez que cette notion de définitif suscite aussi le questionnement éthique. Et ce questionnement-là, il est à mettre en lien aussi avec le consentement. Certains citoyens nous ont dit, mais si on applique le consentement jusqu'au bout, quel est le consentement là de citoyens, des générations futures, finalement, à qui on imposerait nos choix. Et puis, l'une des recommandations à tout ça, c'est de dire, en tout cas, quoi qu'on fasse, que l'on établisse une liste des pathologies à traiter, que l'on fasse des recherches, il y a toujours ce besoin de faire une évaluation des bénéfices et des risques pour pouvoir avancer le plus justement possible. Et cette évaluation des bénéfices-risques, elle doit être portée à la connaissance du grand public. Elle ne doit pas juste être
connue par les scientifiques. Alors, il y a évidemment d'autres usages qui ont été discutés. Donc, là, de façon générale, ce qui a été dit, c'est que on peut utiliser l'ingénierie génomique auprès des espèces végétales et animales, mais attention, uniquement avec certains objectifs. Oui, si par exemple ça permet de réduire les pesticides, si ça permet de lutter contre le gaspillage et la famine. Là, c'était pour la préservation de tout ce qui est alimentaire. Si, de la même façon, ça permet de préserver l'écosystème. Finalement, avant, on disait qu'il y a une crainte de la perte de diversité, mais peut-être que ça peut être utilisé autrement pour maintenir cette diversité. Mais quand même, ce qui est ressorti beaucoup, c'est que déjà, il peut y avoir des usages malveillants, criminels, dans des guerres, divers. Et puis, sur la dimension animale et végétale, c'est finalement quels sont les droits de l'être humain par rapport à cet écosystème. À partir de quand on s'arroge des droits qui finalement qui ne nous appartiennent pas. Voilà, donc c'est revenu plusieurs fois l'idée d'un dérèglement de la nature, d'un bouleversement de la nature, un peu qui par contre-coup, nous en ferait subir ensuite les effets. Et puis, je terminerai par des pistes. Donc finalement, il y a vraiment, d'ailleurs ça a été dit plusieurs fois déjà, il y a vraiment cette question qui est revenue à chaque occasion, c'est tout ce qui est scientifiquement possible est-il souhaitable ? Et puis, quelle est la place de l'être humain dans son écosystème ? Donc ça, c'est vraiment les deux grandes questions, je dirais, qui recouvrent l'ensemble des problématiques éthiques qui ont été vues. Et puis, en termes de recommandations, alors c'est pareil, il y en a beaucoup d'autres, mais il y a ce besoin d'avoir des éléments scientifiques. La science était bien montrée comme à la fois utile et absolument indispensable par les citoyens qui ont débattu. Mais ces évaluations, ces études doivent être mises à disposition des citoyens, et il y avait une demande forte, en tout cas des citoyens qui ont participé, d'être tenus informés. Et pour la plupart, ils considéraient que finalement, ce qu'on a fait là, à l'échelle de 284 citoyens, c'est quelque chose qui devrait être fait à l'échelle nationale, quasiment auprès de tous, un peu comme une éducation civique finalement. Voilà. Merci beaucoup.